Cet événement historique, d'abord, les grands principes directeurs qui ont conduit à la création de Louvain-la-Neuve. Pourquoi comme ça, ce qui a expliqué cette construction et le choix aussi de cet endroit précis. En deuxième partie, on voit comment on passe du statut de ville nouvelle à ville normale, entre guillemets. Quelles sont les possibilités d'expansion pour Louvain-la-Neuve aujourd'hui et surtout, quels sont les points principaux sur lesquels on doit se concentrer pour faire une ville moderne, facile pour ses riverains, pour ses habitants, pour ses utilisateurs. En troisième partie, on continue à ouvrir les perspectives, à élargir le spectre et on se demande si ça a encore du sens aujourd'hui au XXIe siècle de construire des villes nouvelles et surtout, est-ce possible? Quels sont les principaux points d'attention? L'écologie, l'environnement, la mobilité, évidemment. On en parle avec trois experts, trois spécialistes. Nicolas Cordier, directeur de la coordination urbaine et régionale de Lucie Louvain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous, face à vous. Pierre Lacomte, entre autres, président de la Fondation pour l'environnement urbain, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment un de ceux qui a pensé le plan directeur de Louvain-la-Neuve, on y reviendra dans un instant. Présent avec nous également l'architecte Luc Keuten, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette émission. Ce Pour Info, Pierre Lacomte, je le disais, c'est entre autres vous, avec un trio qui a pensé le plan directeur de Louvain-la-Neuve. Au départ, pour refaire un petit peu d'histoire, comme on est quand même dans une année anniversaire, comment ça se passe? On connaît tous l'histoire, le déplacement des universités, le Wallenbuiten, et donc on vous demande, on met en place un groupe qui peut réfléchir à une nouvelle implantation pour une université francophone? Voilà. Donc au moment où il est apparu qu'il n'était pas possible de rester à Louvain, deux candidats puissants se sont présentés. Le premier, c'était le baron Fallon, qui avait mis, j'allais dire, de côté 40 hectares à Woluwe, c'est-à-dire 3 fois la surface du sol Bosch de l'ULB, pour faire une université complète. Sauf Saint-Louis, bien entendu, qui était déjà là. Et d'autre part, il y avait le jeune comte du Monceau, qui venait d'être nommé élu bourgmestre d'une commune de 3800 habitants, mais qui avait de grandes ambitions. Et il a convaincu le conseil d'administration de choisir plutôt la Wallonie que Bruxelles. Et il a donc fait une proposition officielle qui, au moment où le déménagement devenait impossible, devenait la seule possibilité, il a donc proposé de venir à la limite de sa commune, à 5 km du centre, dans le plateau de Lozelle que vous connaissez. C'est quoi, à ce moment-là, les principales difficultés, les principaux défis? Parce qu'il faut vraiment créer une ville au milieu des champs, plus ou moins, au milieu d'un marécage surtout. Oui. Donc le grand défi, c'était de faire face à la fois aux problèmes universitaires, et un peu rénover l'université, parce que quand on fait une université dans un nouvel endroit, il faut également une très grande attention aux défis de l'urbanisme et de la relation avec les universitaires. Et on le verra plus tard, le grand mérite de cet exercice a été d'inclure énormément de professeurs des facultés, qui ont beaucoup aidé dans les réalisations techniques. Et puis, le professeur Watrin a dit il faut que ce soit des personnes qui soient de la maison. Donc, il n'a pas pris des architectes extérieurs, mais il a pris un groupe urbanisme, architecture, qui ne faisait pas lui-même de bâtiments, et qui était le maire, le professeur Le Maire, très, très célèbre à cause de son béguinage de Louvain, qui était une merveille. Ensuite, Blondel, qui était un professeur de la Cambre et qui pouvait diriger les architectes, et moi-même, qui avait été pendant 3 ans le directeur de cabinet du vice-gouverneur du Brabant pour la loi de 1962 sur l'urbanisme à Bruxelles. Donc je connaissais bien les mécanismes institutionnels nécessaires. Et donc cette équipe-là a été nommée en septembre 68, et elle s'est immédiatement mise au travail, et nous avons donc fait en un temps record un plan directeur et la première réalisation, c'est-à-dire en 1972, ce que vous voyez dans les livres, c'est cette place des sciences, avec à la fois une architecture moderniste, puisque ce que faisait Jacquemin dans ce bâtiment, c'était en fait l'architecture qu'on appelait brutaliste, c'est-à-dire le béton brut, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais en même temps, c'est un bâtiment de très grande qualité architecturale.
Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc en 1971, la première pierre, en février, et puis dès 1972, il y avait la première entrée universitaire. Donc c'est dire que tout ça a été fait un peu vite, mais le plan directeur était extrêmement strict, c'est-à-dire développement linéaire. On partait de la Nationale 4, où il y avait... Et puis on allait tout doucement, et petit à petit, c'est ça, petit à petit sur 2 kilomètres. Et donc cet axe est toujours le même. Et on en parlera tout à l'heure, même les nouveaux développements sont toujours liés à cet axe. C'est toujours pensé de la même façon, deuxième chose. Penser de la même façon. Alors d'autre part, privilégier les piétons. Pas seulement parce qu'on était écologiste avant la lettre, mais aussi parce qu'on peut montrer, et là je l'ai fait dans d'autres cadres, on peut montrer que le piéton utilise jusqu'à 100 fois moins de place dans la ville que, non pas la voiture, c'est parce que la voiture n'utilise que 20 fois plus de place quand elle roule, mais surtout quand elle ne roule pas. Puisque pendant 90% au moins de la durée de vie de la voiture, elle est parquée quelque part. Donc le gros problème de la voiture, ce n'est pas la voiture, c'est le parking. C'est le stationnement. Voilà. Nicolas Cordier, justement, ce qui permet à Pierre Lacombe d'éteindre son téléphone en une seconde. Voilà. Nicolas Cordier, c'était quoi les pré au final, c'est mettre en place une ville qui dit tout à fait non aux préoccupations de l'époque directement. Mais c'était clairement de pouvoir rapidement, comme on l'a dit, développer une ville qui au départ était un campus pour accueillir les étudiants, avec une vision dès le départ, ce fameux plan directeur qui était visionnaire à l'époque, avec des grands points d'attention, comme on le dit, le véhicule mis en dessous, cette fameuse dalle de Louvain-la-Neuve, puisqu'on a vraiment profité du vallon pour pouvoir en dessous mettre les voitures, les stationner, avoir un piétonnier, avoir tout à distance de piétons, de pouvoir se déplacer facilement, avoir une mixité dans la ville très importante. C'était dès le départ une vision. Ce n'est pas l'université Lucien Louvain n'a pas construit et développé Louvain-la-Neuve pour en faire uniquement un campus universitaire, mais bien une ville universitaire, et donc rapidement essayer d'avoir également par exemple des habitants, des commerces, des bureaux à terme. Et il y a ça qui peut être assez étonnant dans l'idée de la création d'une... C'est ça va plus loin qu'une cité universitaire, et ça je pense que c'est toujours une préoccupation maintenant. Il y a vraiment l'idée d'impliquer tout le monde, que ce soit les étudiants, les professeurs, des citoyens lambda, entre guillemets, juste des habitants. L'idée, c'était vraiment de créer un espace où tout le monde allait pouvoir s'entendre, et donc il fallait penser la ville pour tout le monde. Oui, vraiment, ne pas avoir une ville, un campus universitaire ghetto où on se retrouve qu'en étudiant et que pendant les grandes vacances ou pendant le week-end, je dirais, le campus est mort. Ça a été le cas jusqu'à début des années 2000, où c'est sûr qu'encore à ce moment-là, le week-end, il y avait clairement moins de monde, au mois de juillet, mois d'août également. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Luc Schreiten, 50 ans après la réalisation, on peut porter quel regard sur Louvain-la-Neuve en termes notamment de bâti architectural? Ça reste une prouesse, une performance? Au niveau architecture, c'est moins caractéristique qu'au niveau de l'urbanisme. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de villes contemporaines qui ont réussi à mettre la voiture en dehors même de la circulation du centre-ville. Donc là, ça reste maintenant certainement un bâtiment, une ville très très emblématique de ce point de vue-là. Les constructions sont très fortes en accord avec ce qu'on fait à peu près partout. Ce sont des constructions qui sont relativement économiques, mais avec un emploi assez important quand même de la brique. Ce n'est pas excessivement innovant de ce point de vue-là. Il y a quand même quelques bâtiments qui sont emblématiques. Il y a la bibliothèque de Jacquemin qui reste quand même très étonnante au point de vue de sa forme et de l'esthétique qui s'en dégage. Mais sinon, l'ensemble de Louvain-la-Neuve, il y a maintenant le musée Hergé, qui est quand même une œuvre assez intéressante. Et donc la prouesse, elle est principalement urbanistique à ce moment-là? Absolument. Et à quel niveau? Mais avec cette idée, c'est ça, de mettre la voiture en dehors et de construire une ville
penser entièrement une ville globale, entre guillemets. Absolument. Donc tout a été pensé comme ça. Cette fameuse dalle. Mais il y a des espaces verts qui sont très très bien mis aussi. La ville est reliée par le train, l'autoroute est à côté, etc. Donc elle est bien desservie et elle a une qualité de vie que les habitants revendiquent fortement, parce que c'est pas courant de trouver cela. Donc il y a certainement une réussite de ce côté-là qui est très tangible aujourd'hui. Et qui est à signaler. Pierre Lacomte, vous avez senti au moment du lancement du projet, etc., il y avait une vraie volonté politique aussi d'aller créer quelque chose. Quand on se met dans une dynamique plus actuelle, on a l'impression que c'est pas forcément une préoccupation d'aller créer un ensemble urbanistique, d'aller créer une ville comme ça. Là, à ce moment-là, il y avait évidemment la nécessité imposée par la scission de l'université. Il y avait aussi l'envie de faire une réalisation. Oui, absolument. Mais nous n'avons pas été suivis par le politique, puisqu'au contraire, après le choix de Louvain-la-Neuve, le gouvernement est tombé, et c'était un gouvernement avec une autre majorité, et le ministre de l'Éducation, Abel Dubois, était totalement opposé à Louvain-la-Neuve, à faire une ville nouvelle, tout à fait. Il voulait un campus du même genre que le Sarre-Tillemont à Liège, c'est-à-dire isolé, avec uniquement des bâtiments universitaires qui pouvaient être beaux, et on vient de dire ces 3 bâtiments sont effectivement très beaux, mais ce n'est pas de l'urbanisme, c'est de l'architecture. L'urbanisme de Louvain-la-Neuve est de faire, comme le disait M. Cordier il y a un moment, de faire une entrée vers un centre où les voitures pouvaient être parquées, parce qu'il faut des voitures, mais où en même temps, il n'y avait pas de voitures dans les rues. Donc il y a là 3 hectares dans lesquels il n'y a pas une voiture, sauf le marché, les 2 marchés par semaine. Mais je voulais surtout dire que les villes sur dalle ont un gros inconvénient, c'est le coût. Et le coût de Louvain-la-Neuve doit absolument une reconnaissance totale au ministre des Communications de l'époque, qui était M. Bertrand, Alfred Bertrand, qui a donné, sur la seule fois du plan directeur, un feu vert pour faire une voie nouvelle en tunnel de 5 km et de donner tous les droits aériens à l'université, sauf ce qui était nécessaire pour les voiries, pour les voies. Et donc ça a permis d'avoir beaucoup de mouvements de terre qui ont donné la possibilité de faire à un prix beaucoup plus bas un vrai parking souterrain et pas une dalle surélevée, comme dans les villes nouvelles françaises, où très souvent c'est un handicap. Tandis que la dalle de Louvain-la-Neuve, elle est totalement dans la continuation de la partie en sol naturel. Et donc ça a permis, dans la continuité de la vallée. Et donc ça a permis de faire une forte densité autour de la gare, ce qui est très important, et de continuer à partir de là, à la fois sur dalle et évidemment sur terrain naturel. Et là, c'est là que le plan directeur de Louvain-la-Neuve s'est montré très résilient, puisqu'on a pu faire d'abord des petites maisons individuelles pour les pionniers, et puis petit à petit une densité plus forte, comme on le voit bien dans les photos du livre que vous avez devant vous sur l'écran. Ça permet aussi une dernière petite chose. On voit que ça grandit très vite. Les constructions ont vraiment essaimé les unes après les autres. Il y avait aussi, ça me semblait étonnant, aujourd'hui, on n'était pas aussi rigide qu'aujourd'hui avec les permis, etc. pour construire ça. Il y avait une plus grande liberté aussi à ce niveau-là. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une tendance à une utilisation beaucoup plus stricte de la loi qu'auparavant. Au moment où donc en 72, de 70 à 72, quand on a fait le plan directeur, il n'y avait pas de plan de secteur. Il y avait uniquement la loi de 62, qui était en fait une loi très permissive, puisqu'elle a permis la bruxellisation. Et donc on pouvait en fait faire ce qu'on voulait. Et d'autant plus que l'université étant le propriétaire du terrain. Et il faut aussi dire qu'il y a une tentative de tuer Louvain-la-Neuve au moment de la loi du 24 juillet 1969 qui interdisait à l'université de vendre le moindre terrain. Et donc, les promoteurs de cette loi se sont dit, avec ça, vraiment, ils ne vont pas pouvoir faire une ville nouvelle. Ça va être bloqué, ils ne vont rien pouvoir faire. Uniquement un campus. Et pour tourner cette loi, on a utilisé une vieille loi belge, enfin hollandaise de 1824, qui n'avait jamais été annulée et qui permet l'amphithéose.
l'amphithéose, c'est-à-dire une construction qui va de 27 à 99 ans et qui revient après au propriétaire. Et puis, comme le dira sans doute mieux que moi M. Cordier, on a au cours du temps fait une modification subreptice de l'amphithéose pour permettre au moment où on vend une amphithéose de pouvoir recommencer à zéro. Ce qui n'est pas un droit réel, mais un droit contractuel, mais qui a permis à, disons, à ceux qui craignaient de devoir rendre tout leur acquis après 99 ans, de pouvoir continuer chaque fois qu'ils vendaient. Et donc maintenant, c'est un droit, un bail perpétuel, mais qui permet néanmoins à l'université de garder le contrôle urbanistique. Et ce qui est évidemment extrêmement important, on va l'aborder dans la partie qui suit, puisque juste après une petite pause, on s'intéresse à l'évolution de Louvain-la-Neuve, du passage de ville nouvelle à ville normale. C'est notamment grâce à ces petits zigzags pour parfois pouvoir contourner la loi. On revient juste après ceci. Ah, être lent, qu'est-ce que c'est vraiment? Ce n'est pas encore à la mode, mais ça devrait l'être. Être lent, c'est fascinant. Sans être facile pour autant. Être lent, ce n'est pas gaspiller le temps, c'est en tirer le meilleur. Comme la filtration naturelle de Chaudfontaine à travers le sol ardennais qui prend 60 ans. Chaudfontaine, slow is good. La deuxième partie du Pour Info, on parle urbanisme, notamment on revient sur la construction de Louvain-la-Neuve et son développement, surtout. On en parle avec Nicolas Cordier, Pierre Lacomte et Lux Clayton. Nicolas Cordier, on voulait voir un peu comment on pouvait passer du ville nouvelle, entre guillemets, à entre guillemets une ville normale. À partir de quand on peut considérer que Louvain-la-Neuve a quitté ce statut de ville nouvelle, si elle l'a quitté un jour? Je pense vraiment qu'un moment important, ça a vraiment été ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette mixité d'habitants, de résidents, de personnes qui vivent à Louvain-la-Neuve. Je donne souvent trois chiffres. Aujourd'hui, Louvain-la-Neuve, il y a 11 000 personnes qui sont domiciliées. Il y en a 25 000 qui dorment tous les soirs. Et donc là, c'est entre autres les étudiants qui cotent. Et par ailleurs, en journée, hors période Covid bien sûr, il y a plus de 50 000 personnes qui sont à Louvain-la-Neuve. Et donc là, c'est l'ensemble, évidemment, des étudiants qui sont là, ceux qui habitent ailleurs. Mais c'est aussi, bien sûr, tout le personnel de lycée Louvain, puisque plus de 5 000 personnes travaillent sur Louvain-la-Neuve pour l'université. Mais également tout le parc scientifique qui regroupe plus de 250 entreprises, quasiment 6 000 emplois, et toute la vie de commerce, de bureaux, d'entreprises qui est également présente dans le centre. Et donc c'est sûr que dans les années 2000, avec entre autres un projet immobilier très important qui a changé une bonne partie de la vision de Louvain-la-Neuve, c'est ce renforcement de l'axe qui part de la Grand Place jusqu'à la place de l'Université. C'est les fameux cinémas, cette rue Charlemagne avec ses commerces et ses appartements, et le centre commercial de l'Esplanade, qui a vraiment donné un renouveau également à Louvain-la-Neuve et a permis petit à petit d'avoir plus de mixité et de vie en dehors uniquement de l'université et des autres écoles. Cette mixité, elle fait que Louvain-la-Neuve délaisse un petit peu son statut de ville étudiante, qu'elle l'oublie un petit peu, qu'elle veut se normaliser, ou il restera toujours quand même, ça reste une spécificité extrêmement importante? Aujourd'hui, les étudiants sont quasiment à part égale avec les habitants. Et donc, c'est sûr que l'université lycée Louvain est la plus importante de communauté française, avec son nombre d'étudiants. Et évidemment, ça reste vraiment une ville universitaire. C'est aussi au fur et à mesure des années, la société évolue, les mœurs parfois aussi, les attentes de cohabitation parfois également. Et donc, chacun apprend à se connaître et on évolue. Mais clairement, ça reste... C'est devenu une ville à part entière, avec Ottignies, puisque vous connaissez le bipôle Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais Louvain-la-Neuve vit avec l'ensemble de ses habitants, de ses étudiants également. Il y a toujours l'intention de continuer à grandir, de continuer à s'élargir et à construire de nouvelles choses aussi? Mais l'intérêt d'une ville...
aussi proche de grands axes de communication, c'est aussi de pouvoir offrir une série de services. Alors Louvain-la-Neuve, aujourd'hui, c'est évidemment, on l'a entendu ces derniers jours, vraiment, et tout le monde le reconnaît, une success story. Si ça l'est, c'est parce que les gens veulent venir y travailler, veulent venir y habiter, veulent venir y étudier. Et c'est vrai qu'avec ces 11 000 habitants domiciliés, il y a de la place encore aujourd'hui dans le plan directeur déjà de l'époque pour continuer à croître et que davantage de personnes puissent bénéficier de ce centre, de tout le volet extrêmement important de Louvain-la-Neuve, de la culture, du sport, mais aussi aujourd'hui du commerce. Et donc, il y a encore en effet une série de places pour se développer. Pierre Lacomte, au moment où vous pensez le plan directeur, on s'imagine déjà jusqu'où est-ce que Louvain-la-Neuve va s'étendre et on pense déjà aussi loin en disant ok, on est en train de construire quelque chose maintenant dans les années 70, après peut-être que dans 50 ans il sera encore question d'expansion et donc il faut déjà réfléchir tout ça. C'est une très bonne question. Donc nous avons par la force des choses hérité, si je puis dire, de 900 hectares. Sur ces 900 hectares, et surtout le maire et moi, nous avions la conviction que la dimension de la vieille ville de Louvain, 400 hectares, qui était également celle du centre de Bruxelles, le Pentagone et d'autres, était une forme qui permettait ce qu'on appelait aujourd'hui la ville des 15 minutes. On peut aller faire tout à pied dans un espace de 400 hectares. Et donc on a tenu beaucoup à ce que ce soit là un maximum pour la ville dense que l'on voulait. Et ce que je souhaiterais ajouter à ça, c'est qu'il y a d'une part une forte centralité universitaire par le fait que c'est l'université qui est le propriétaire du terrain, mais également une très forte participation. Parce que dès le début, en 72, ceux qui ont accepté de venir habiter dans un endroit très inhospitalier à l'époque ont exigé d'avoir une participation aux décisions. Et c'est ce qu'on appelait l'association des habitants de Louvain-la-Neuve et qui a un élément très puissant de contrepoids à la fois vis-à-vis du propriétaire universitaire et vis-à-vis de la commune. Et donc, c'est une sorte d'exemple, si je puis dire, à la fois de coordination forte et de participation forte des habitants. Et donc, quand on dit Louvain-la-Neuve, est-ce que c'est vraiment une ville nouvelle? Non, c'est un quartier, un grand quartier nouveau. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait pour l'extension? Bon, 400 hectares, on peut encore en construire à la limite. M. Cordier vous parlera du quartier Athéna, je présume. Mais on peut aussi utiliser des parties qui ne sont pas encore construites et qui sont tout à fait au centre. Puisque quand le chemin de fer est arrivé, on a construit ce qu'il fallait au-dessus, mais il y avait encore de la place de chaque côté. Et là, il y a beaucoup de places encore où on peut construire, mais évidemment de manière plus dense, avec un bonus qui est tout à fait faisable par l'université, pour avoir là des ensembles tout à fait multifonctionnels, mais beaucoup plus importants. Donc on peut encore beaucoup construire à la fois des deux côtés de la gare et en contrebas près du lac. Le lac, entre parenthèses, est également un miracle parce que le tout à l'égout toujours traditionnel, a été remplacé à Louvain-la-Neuve pour des raisons d'économie, par quelque chose de beaucoup moins cher, c'est-à-dire un double égouttage. D'une part, l'eau de pluie, l'eau d'orage, va directement vers un réservoir qui a été traité en réservoir, en lac d'agrément. Donc il est à la fois un réservoir et un lac d'agrément, et d'autre part, l'eau vraiment sale qui, elle, va par un tuyau beaucoup plus étroit vers la station d'épuration de Bassoivre. Ce qui permet effectivement, justement, Luc Schouten, quand on voit des images de Louvain-la-Neuve, vous, votre travail, il s'intéresse aussi à la verdurisation des espaces urbains. Là, on remarque quand même que, même si ça a été mis sur pied dans les années 70, à une époque où on parlait peut-être un petit peu moins de verdurisation, ça reste une ville verte pour quelque chose qui est sorti de terre comme ça. Certainement, pour l'époque, c'était un grand pas en avant. Maintenant, on imagine des choses qui vont bien plus loin, mais ils ont été déjà, dès le départ, dans une conception qui intégrait des espaces naturels comme ce lac qui joue un rôle fort important. Une ville avec de l'eau, ça change vraiment beaucoup de choses.
dans les travaux que j'ai faits sur cette prospective de ce que pourrait devenir le Louvain-la-Neuve dans un futur assez loin d'ailleurs, parce que... Oui, vous l'avez établi à 2500, on est quand même... ça va, on a le temps de voir venir. On a le temps, mais c'est surtout la demande de l'université même qui voulait faire une sorte de pendant à Thomas More qui, il y a 500 ans, a écrit son fameux livre Utopia. Et c'était une manière d'un peu voir ce qui pourrait se passer dans cette même distance. Évidemment, la difficulté est que les bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans n'ont pas du tout été pensés pour résister 500 ans. Donc, il y a gros à parier que beaucoup, ou la plupart, si ce n'est la totalité, auront disparu d'ici là. Mais si les bâtiments disparaissent, ils ne disparaissent pas d'un coup, sauf en cas de conflits internationaux gigantesques. Ils vont disparaître les uns après les autres, et on garde généralement les rues, les reliefs, les étangs, des choses comme ça. Et certains bâtiments pourraient rester, il y en a très peu que j'ai gardés, et puis d'autres structures apparaissent, comme ces tours pour faire atterrir les ornithoplanes à ailes battantes et autres engins qui pourraient se déplacer avec les énergies renouvelables que l'on pourrait trouver à cette époque, parce que les énergies fossiles n'existeront plus, donc il faudra trouver d'autres moyens de se déplacer. C'est ça, trouver aussi des nouvelles manières de vivre. On peut voir dans les illustrations que vous m'avez amenées, on en a choisi deux en particulier. Une d'abord dans une petite brochure où c'est la vision, c'est ça que Pierre Lacomte m'expliquait, de Louvain-la-Neuve en 2050, qui ressemble, on la voit quand même, principalement à un peu une ruine. Et à côté de ça, votre vision, Lux Wheaton, de Louvain-la-Neuve en 2500. Et donc vraiment cette ville nouvelle repensée, complètement verte. Nicolas Cordier, on s'oriente vers quoi, a priori ? Et donc, dès le départ, et vous l'avez déjà entendu sur différents exemples, l'Université catholique de Louvain a voulu être pionnière et a été visionnaire dans une série d'éléments. Il fallait absolument la question du piéton, la question de l'arrivée du train, avoir une gare Louvain-la-Neuve, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et donc, on a pu l'obtenir. On n'imagine pas Louvain-la-Neuve sans gare aujourd'hui. Tout à fait. Et on n'imagine pas non plus que si on ne l'avait pas, on y arriverait facilement à créer 5 km on attend déjà le RER dans quelques temps. On espère que ça va arriver maintenant assez rapidement. La question du tout le réseau d'égouttage, on l'a évoqué, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce lac est magnifique, c'est un beau lac d'agrément, mais il sert, c'est vraiment un bassin d'orage également. Une vraie utilité. On est encore aujourd'hui, et on l'a été il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, vraiment une volonté de développer Louvain-la-Neuve, non pas pour les habitants de demain, mais pour une vision plus loin, de 2030. Il faut savoir, par exemple, Louvain-la-Neuve a été une des pionnières dans les réflexions de la maison unifamiliale. On n'a pas construit au départ des maisons 4 façades, alors qu'une série de lotissements, il n'y a pas encore si longtemps, Bron-Wallon, se développe en 4 façades, mais non en passant en 3 façades. Dès le départ, Louvain-la-Neuve a été rapidement de la maison unifamiliale, 2 façades, pour des questions de coût, pour des questions énergétiques, pour des questions de rationalité et de densité, de pouvoir, comme on le disait, faire profiter un maximum d'habitants, un réseau assez proche, et les développements futurs continueront à avoir cette vision. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transition. L'université a un plan très important qui est porté par le conseil rectoral au niveau de la transition dans l'ensemble du secteur d'action de l'université, dont dans le volet de développement urbain. Mais c'est des modes de transition qu'on faisait déjà avant sans le dire. Et c'est vrai que les futurs projets de développement ont toute une série au niveau entre autres mobilité, environnement, énergétique, une vision de s'inscrire pour 2030-2040, même si on le réalise déjà dans les années à venir, mais aussi toute la question évidemment de l'accessibilité financière de Louvain-la-Neuve. C'est Pierre Lacomte en touchait un mot. Le quartier Athéna, c'est le grand projet de développement. Alors c'est le dernier grand quartier de Louvain-la-Neuve, puisqu'on parle de 1400 logements, environ 2500 habitants. C'est le dernier grand développement qui se fait, qui va être en bordure du bois de Lozelle, donc qui est aussi évidemment une barrière physique qu'on a voulu dès le départ à Louvain-la-Neuve. Il y aura d'autres développements encore importants du parc scientifique ou de quartier résidentiel, mais là plutôt à terme de plus ou moins 300 logements, à terme de 5 ou 10 ans un peu plus tard. Mais Athéna-Lozelle est en effet un projet qui aujourd'hui est avec un travail
important de nos différentes équipes en grande collaboration avec la ville de Tenay-Villeneuve et avec la région wallonne pour vraiment être fiers dans 5 ans, 10 ans du nouveau quartier à Tannhäuser. Et il y a toujours une attractivité qui suscite et qui explique aussi la création de nouveaux quartiers, de nouveaux logements. Il y a encore des gens qui veulent venir s'installer à Louvain-la-Neuve. Alors, peut-être plus que jamais, c'est justement la rançon de la gloire, c'est la difficulté. Je parlais tantôt de success story. Les gens veulent absolument venir habiter Louvain-la-Neuve et finalement, depuis 10-15 ans, il y a eu peu de construction de logements. Et donc, c'est aussi ça que l'offre de logement n'a pas suivi. Les gens sont tellement bien qu'ils y restent et donc il n'y a pas non plus un grand marché secondaire du logement. Et donc, une des possibilités, c'est de continuer à construire tout en gardant l'esprit initial qu'on veut de Louvain-la-Neuve et tout en respectant, bien sûr, ceux qui sont aujourd'hui pour ne pas dénaturer. Donc, c'est tout l'enjeu que l'université veut réussir. Large et vaste enjeu, évidemment. On continue à aborder cette question et notamment la question de la pertinence des villes nouvelles au XXIe siècle. Juste après une petite pause, on revient dans une seconde. Minimax, l'adoucisseur d'eau, écologique et fonctionne sans électricité. Votre agence L'Opportunité recherche maison avec jardin. Pour vendre ou acheter un bien immobilier, L'Opportunité. Un magasin d'une rare dimension. Un véritable village du meuble. Sélection meubles à Mougy, Mont-de-l'Enclus, à 15 km de Tournai. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. La troisième et dernière partie d'Un pour Info. Un pour Info, urbanisme, architecture, Louvain-la-Neuve. On continue à parler de villes nouvelles avec Nicolas Cordier, Luc Sueten et Pierre Lacomte. Pierre Lacomte, quand vous vous êtes emparé du dossier Louvain-la-Neuve au début des années 70, vous pensez que vous travailleriez de la même façon aujourd'hui si on vous redemandait de construire une ville nouvelle en 2021 où les objectifs, les défis principaux ont complètement changé? Je crois qu'on ferait exactement la même chose. Mais les conditions que nous avons dû rencontrer étaient très spéciales. Puisque d'une part, nous avions 900 hectares, dont on a décidé de faire 400 hectares pour la partie construite, 200 hectares laissés totalement en forêt écologique et le reste en espace de développement pour le parc scientifique notamment. Et donc, le fait d'avoir volontairement limité la partie construite à 400 hectares est quelque chose qui, comme l'a bien dit Nicolas Cordier, entraîne des conséquences. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra construire beaucoup plus dense dans les environs immédiats de la gare, et notamment à côté du théâtre Jean Villard, où il y a donc cette espèce de no man's land qui doit être rendu accessible à la fois au niveau des parkings, au niveau du piéton et au niveau du sol. Et donc, il y a là de très belles possibilités. Mais ça, ce n'est pas une ville nouvelle. C'est une création, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un Planned Unit Development. Des villes comme Reston aux États-Unis ne sont pas devenues des villes. Les villes nouvelles ont été créées d'abord à l'époque romaine par les campus, les déplacements universitaires, les déplacements militaires, et ensuite, bien entendu, au Moyen-Âge, où les croisements de rivières et de routes de caravanes ont été le départ de villes nouvelles, comme Louvain, par exemple, sur la Dyle. Et donc, tout ça, c'est quelque chose de très, très spécial. Chaque période a eu un moment où on a fait des villes nouvelles spontanément ou bien de manière déterminée. Par exemple, Ebenezer Howard en Angleterre a chanté les villes jardins, et on en a fait une qui est une merveille, Letchworth, qui a d'ailleurs été un élément d'influence de Louvain-la-Neuve, mais c'est une ville qui est avec une municipalité, ce que Louvain-la-Neuve n'a jamais voulu être.
D'ailleurs, le comte du Monceau ne l'aurait certainement pas admis. Mais ce n'était jamais l'intention. L'intention, c'était de développer un ensemble universitaire et urbain, mais sans avoir la responsabilité d'une véritable ville. Et donc, sans avoir toute la... donc vous avez... La littérature sur les villes nouvelles est immense. Vous avez des villes nouvelles qui sont petites, et puis vous en avez qui sont très très grandes. Des villes comme par exemple la ville de Milton Keynes en Angleterre, un demi-million d'habitants. Et donc on a de tout. Et donc, est-ce qu'il y a encore un avenir pour les villes nouvelles? Je dirais, mais bien sûr, dans la mesure comme il y en a eu à chaque époque. Dans chaque époque, on aura, et je crois que le Covid, ou la Covid, comme on dit, va évidemment entraîner un choix particulier. Le cas de Louvain-la-Neuve, par exemple, d'avoir énormément d'espaces piétons, fait qu'il est beaucoup plus facile d'avoir la distanciation sociale dans la rue que si on est dans une rue avec des trottoirs et avec le bruit du trafic. Il n'y a pas ce bruit-là à Louvain-la-Neuve. Au contraire, donc il y a une possibilité d'avoir à la fois la distanciation sanitaire, qui est peut-être là pour longtemps, et d'autre part, l'espace nécessaire pour permettre à la fois la densité et l'espace nécessaire pour les habitants, à la fois dehors et à l'intérieur. Parce que, comme vous l'avez mentionné, la rue Charlemagne, c'est une rue où toutes les maisons, tous les étages ont des balcons. Donc on peut avoir beaucoup plus de possibilités de s'adapter aux besoins d'espace nécessaires au XXIe siècle, sans pour autant repartir vers des endroits tout à fait extérieurs et qui ne sont accessibles qu'en voiture ou pas du tout, avec le télétravail. Donc il y a toutes sortes de défis qu'on peut rencontrer et qui seront certainement rencontrés dans les décennies qui viennent. Il y a vraiment une multitude de défis, Lux-Huijten, au-delà effectivement des questions sanitaires qui risquent de s'imposer à nous. Aujourd'hui, c'est des questions comme la mobilité. Ce sont des questions comme la mobilité et l'écologie qui doivent dicter la réflexion urbanistique. Ah oui, certainement. Je pense par exemple que les mégapoles ne sont très très peu adaptés à nos besoins réels et posent beaucoup plus de problèmes qui nous permettent d'en résoudre. Donc si ce n'est pas la voie vers laquelle il est intéressant d'aller dans un développement futur, la création de petites villes ou maximum moyennes pourrait avoir un sens dans la mesure où on peut retrouver là une qualité de vie qu'on ne retrouvera jamais dans ces grandes villes. On peut y développer une possibilité de trouver les ressources nécessaires à tous nos besoins dans un environnement immédiat sans devoir faire des grands déplacements, ce qui est fort important au niveau de l'énergie. On peut trouver des méthodes de construction qui sont très différentes de ce que l'on utilise aujourd'hui, comme par exemple à Louvain-la-Neuve, où il y a beaucoup de béton. On sait maintenant que le coût environnemental, le coût écologique de la fabrication du béton est bien trop élevé. Donc on commence maintenant à réfléchir comment est-ce qu'on peut construire avec de la terre crue ou avec des constructions avec des matériaux renouvelables, le bois, la paille, le chanvre, les copeaux de bois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de concevoir les choses autrement. Comment on peut récupérer les espaces qu'on a pris dans le sol en mettant des toitures végétales qui permettent de redonner... de reverduriser. De reverduriser et puis surtout de créer cette espèce de maillage vert où on retrouve les espaces qu'on a pris sur la terre, on les retrouve en l'air et on peut ainsi commencer à imaginer que notre empreinte sur la planète est moins préjudiciable à l'ensemble du vivant. Parce que nous faisons partie d'une grande famille et nous devons concevoir notre avenir dans un équilibre avec l'ensemble de la biodiversité. Nicolas Cordier, Lux-Huijten disait que a priori le modèle d'une mégapole n'est pas celui qu'il faut suivre. Il y a un risque que Louvain-la-Neuve soit, comme on le disait tout à l'heure, un moment un peu victime de son succès, et on réfléchit aussi à pas trop grandir un moment pour pas perdre cette spécificité et pour pas devenir une mégapole.
La question ne se pose pas parce que le plan directeur est là. Il n'a jamais été remis en cause sur les limites de Louvain-Neuve. J'ai parlé tantôt du bois de Lozelle. Il y a l'autoroute 411. Il y a également des boulevards suburbains qui existent. Et donc, on est contenancé. Il y a une volonté, bien sûr, d'avoir un cadre de vie qui doit rester très agréable. Et donc, le côté verdurisation de Louvain-Neuve est très fort. Alors, on voit toujours ce béton et ces rues piétonnes. Mais à côté de ça, on a loué la qualité des espaces publics, des espaces verts. Le bois de Lozelle, juste à côté. Vous prenez votre vélo, vous êtes dans des villages comme Grédoisseau, comme Chamongistou, juste à côté, qui sont aussi superbes. Et donc, on a tout l'avantage d'être en ville et d'avoir un peu tous les services qu'on a déjà évoqués pour l'émission. Mais vous prenez le train, vous prenez le bus, vous êtes à moins de 30 km de Bruxelles, de Namur. Et donc, c'est aussi ça la force de Louvain-Neuve, c'est son ancrage au milieu de la Belgique, en étant à 2 pas de tout, que ça soit avec différents modes de transport. Et c'est ça qui, dans aussi la localisation de Louvain-Neuve, est une force et a permis, grâce à l'arrivée de l'UC Louvain dans les années, en effet, 70, de tirer vers le haut l'ensemble du Brabant wallon, comme l'a également fait la KU Leuven avec le Brabant flamand. Parce que c'est effectivement une des caractéristiques, alors c'est peut-être pas lié directement à la ville nouvelle, mais au final, je voyais sur les 18 dernières années, plus ou moins, en 2000 et 2018, le Brabant wallon est la province qui connaît le plus gros développement économique, plus 25%, c'est tiré entre autres par la présence de Louvain-la-Neuve aussi. Oui, clairement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent venir à Louvain-Neuve pour, je dis toujours, pour 3 raisons. La proximité des cerveaux, d'avoir des jeunes étudiants. On sait qu'aujourd'hui, surtout dans le volet, tout ce qui est lié à la technologie, au développement, à l'innovation, à la recherche, qui est vraiment l'essence même du parc scientifique de Louvain-Neuve, il faut pouvoir avoir des personnes qui sont formées et bien formées. Donc, les entreprises viennent pour être proches de l'université, pour mieux recruter. Il y a une concurrence importante. La question également des liens avec l'université au niveau de la recherche, avec toutes nos équipes et instituts, vraiment un lien très important pour beaucoup d'entreprises dans la recherche et le développement. Et le troisièmement, pour l'accessibilité. Aujourd'hui, que ça soit en voiture, en transport en commun, Louvain-Neuve reste très accessible. C'est par ailleurs un des grands enjeux de demain, parce qu'aujourd'hui, c'est un point fort de Louvain-Neuve. Si on ne change pas toute une série de paradigmes ou qu'on n'en renforce pas d'autres, dont tout ce qui est autre transport que la voiture, ce point fort d'accessibilité Louvain-Neuve pourrait, dans 5 ans, être comme d'autres villes, un point faible, voire un point noir. Luc Skeuten, si on passe de l'utopie à l'utopie réaliste, des villes mieux pensées en termes de mobilité, d'écologie, d'environnement, etc., vous les évaluez à quand, si on considère que l'année 2500, c'est un peu loin? Il n'y a pas de date pour ça, c'est une évolution lente. On commence à introduire des nouveaux concepts progressivement dans la ville, et suivant la manière dont ils sont accueillis, la réussite de ceux-ci, la manière dont ils vont montrer leur efficacité et la justesse de la réponse qui est donnée, ils pourront être développés de plus en plus. Mais ce ne sera jamais qu'une partie de ce qui va se faire. Il va rester des choses existantes, de toute façon, qui ne vont pas être démolies. Donc ce sera toujours un mixte dont la proportion va varier en fonction de la manière dont on arrivera à communiquer et surtout à montrer la validité des propositions faites. Pierre Lacombe, pour terminer, ce foisonnement d'idées autour de l'urbanisme, de l'architecture, vous en seriez douté en 1970 que 50 ans plus tard, on aurait toujours autant de réflexions autour de l'urbanisme et de la façon de mieux vivre ensemble? Je crois que les principes de départ sont restés tout à fait valables, même davantage qu'au début, parce que nous étions totalement à contre-courant. À la fin des années 60, nous avons été largement critiqués parce que nous étions passéistes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes tout à fait dans le courant. Donc je ne crois pas qu'il y ait de danger de ce côté-là. D'ailleurs, on l'a dit dans certains des articles qui ont été publiés sur Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve se retrouve être très actuel. Et cette architecture, comme le disait M. Skeuten, cette architecture va évidemment bouger. Il y a aujourd'hui quelques bâtiments iconiques qui vont probablement rester, les infrastructures vont rester, le lac va rester, la gare va probablement fortement s'étendre, puisqu'elle va devenir non seulement une gare locale, mais une gare régionale.
Donc il y a un certain nombre de choses qui vont rester, mais il y en a d'autres qui vont, notamment certains des bâtiments en béton qui ont été construits à la va-vite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre la première pierre de février 1971 et l'ouverture de l'université en septembre 72, à peine plus d'un an. Donc on a dû faire vraiment très vite, disons, j'allais dire, comme disait le professeur Watrin, pour ne pas mourir dans l'ambulance. Et donc on a dû faire très vite. Et il y a certains bâtiments qui ont déjà une certaine obsolescence. Et c'est logique, et c'est pour ça. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain roulement, à condition que ce ne soit pas la démolition-reconstruction totale. Ça, c'est le péché. C'est de prendre un morceau de ville complet, de l'abattre et puis de faire quelque chose qui n'est pas lié à la mémoire. Parce que Louvain-la-Neuve, c'est aussi une ville de mémoire, la mémoire de Leuven. Et c'est pour ça, oui, que c'est aussi important de se souvenir de ce qui a été fait pour continuer sur la suite. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Nicolas Cordier, Lux Reuten, Pierre Lacomte. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve évidemment très vite, d'ici quelques instants, comme toujours sur LN24. C'est avec l'info que vous avez rendez-vous. Bonne journée.